Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Learn Live où nous allons apprendre ensemble à conteneuriser et déployer une application Java sur Azure. Je suis Dominique Breglin, spécialiste Digital et App Innovation. Je travaille chez Microsoft depuis maintenant 2 ans où j'accompagne nos clients dans leur cheminement vers des applications cloud natives. Nous allons travailler aujourd'hui en binôme avec Cédric. Bonjour à tous, donc Cédric Derue, moi je suis architecte solution chez Capgemini Engineering. Je suis également très investi dans les communautés Microsoft. Je suis également Microsoft MVP Azure ainsi que Microsoft Certified Trainer. Et donc effectivement, j'ai le plaisir de partager l'animation de cette session avec Dominique. Alors, cette session est live et interactive, donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans le chat, à dire hello et surtout à poser toutes les questions que vous pourriez avoir pendant que nous parcourons le module. Si nous avons le temps, Cédric et moi allons y répondre. Même si nous n'avons pas le temps, dans le chat, les modérateurs et les experts de nos équipes vont répondre à vos questions directement dans le chat. Donc surtout, n'hésitez pas. Posez toutes les questions qui vous passent par la tête. Le module que nous allons parcourir aujourd'hui est une partie du site docs.microsoft.com/learn dans lequel vous allez pouvoir trouver toutes sortes de formations pour des services ou des technologies Microsoft et même des formations plus générales comme des formations au langage Python ou au langage de programmation Rust. C'est un site qui est très, très, très riche. Aujourd'hui, nous allons parcourir simplement le module conteneuriser et déployer une application Java sur Azure. Vous pouvez y aller et suivre le module en même temps que nous allons le faire, en suivant soit le lien qui est affiché ici, soit en scannant le QR code qui se trouve là. Donc, je vais moi-même y aller pour vous montrer un petit peu. Donc, le site est disponible en public. On n'est pas obligé de se connecter. Mais si vous créez un profil et que vous vous connectez, vous aurez aussi la possibilité de suivre un petit peu votre avancement sous forme de gamification en suivant votre niveau et vos points d'expérience qui vont vous indiquer un petit peu où vous en êtes. Le site va aussi suivre votre progression et vous indiquer les modules et les parties de modules que vous avez déjà parcouru. Donc là, par exemple, j'ai déjà parcouru un certain nombre d'étapes du module que nous allons faire aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, on va repasser dans toutes ces étapes au fur et à mesure. Alors, en termes d'objectifs d'apprentissage pour ce module, tout était dans le titre, on va apprendre ensemble à conteneuriser une application Java. Pour ça, on va créer une image de conteneur pour cette application. On va ensuite exécuter l'image localement pour s'assurer que l'application fonctionne comme attendu. Et puis, on va envoyer cette image vers un registre de conteneurs, donc un Azure Container Registry qu'on va créer pour l'occasion, avant de finalement la déployer dans Azure Kubernetes et la rendre accessible depuis Internet. Alors, je passe directement dans le module et on va parcourir ensemble la partie introduction, donc qui ne contient pas grand-chose, elle pose un petit peu le décor. Grosso modo, Cédric et moi-même sommes développeurs dans une équipe et on nous a confié la tâche de conteneuriser et déployer cette application dans Azure. Donc l'application en question, on peut la trouver ici en suivant le lien. C'est une application de réservation pour compagnies aériennes, une petite application de démo qui est accessible sur GitHub en public. Donc si vous avez envie de la télécharger, ça fait partie du module, de la cloner. On verra ça un petit peu plus loin. C'est une application, tout ce qu'il y a de plus classique, application MVC, Java, avec Maven comme système de build, qui va construire un WAR. Donc un WAR, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un zip, un package Java qui contient une application web, donc tous les fichiers qui sont nécessaires pour exécuter une application web sur un serveur d'application Java. Voilà, donc je reviens dans le module. Un élément important pour pouvoir mettre en pratique ce module, il nous faut un environnement Azure. Et si vous en avez un déjà, vous pouvez l'utiliser. Si vous pensez bien à la fin du module à effacer vos ressources, ça ne coûtera pratiquement rien, quelques centimes à tout casser. Donc, ce n'est pas très coûteux, mais si vous n'en avez pas encore, vous pouvez aussi ouvrir un compte gratuit en cliquant ici. Qui vous donnera accès en fait à toute une série de ressources
Azure gratuite pendant 12 mois et certaines ressources qui vont rester gratuites ad vitam, qui vous permettent de suivre, par exemple, les différents modules du site Learn. Voilà, les objectifs d'apprentissage, on les a déjà vus. Donc, on arrive à l'unité suivante où je vais passer la main à Cédric qui va nous montrer comment configurer notre environnement Azure. Merci Dominique. Donc ici, nous sommes sur la deuxième partie de cette session. Donc effectivement, la configuration de l'environnement Azure va nous permettre de créer les ressources Azure pour justement déployer notre application Java. Alors, pour procéder, on va utiliser donc la ligne de commande Azure, Azure CLI. Donc Azure CLI, il y a deux options. Soit vous l'installez localement sur votre poste de travail et vous l'utilisez donc depuis un terminal intégré à votre système d'exploitation. Et vous créez comme ça différentes ressources Azure. Soit, deuxième option, c'est ce qu'on va faire. Ici, je vais utiliser en fait Azure CLI à travers donc un terminal intégré à mon portail Azure, donc qui s'appelle Azure Cloud Shell. D'accord? Donc, si vous choisissez de travailler donc depuis la ligne de commande Azure CLI locale, il faudra d'abord vous authentifier donc avec la ligne de commande AZLogin qui vous permet donc de vous authentifier sur votre compte Azure. Moi, c'est déjà fait, hein. Vous voyez, je suis déjà sur mon portail, donc je n'ai pas besoin de taper cette commande dans mon Azure Cloud Shell. La deuxième chose, donc là, on va commencer ici, on va regarder la liste des souscriptions Azure rattachées donc à mon compte Azure, par exemple ici. Donc je vais faire AZ account moins liste. Alors, sinon, il y a un petit décalage dans la frappe. On va faire sortir ça sous forme de table. Donc là, on voit, j'ai qu'une seule souscription, donc ça tombe bien. Donc c'est dans celle-ci que je vais créer mes différentes ressources Azure. Si jamais, en faisant cette commande-là, vous avez plusieurs souscriptions Azure qui sortent, il faut donc déterminer laquelle va être utilisée comme souscription pour créer vos ressources Azure. Donc dans ces cas-là, il faut rajouter une commande supplémentaire. C'est AZ account set -- subscription. Et ici, vous mettez donc l'ID de votre souscription. Donc par exemple, ici, ma souscription ID, je le vois ici. Donc, si j'avais eu plusieurs abonnements Azure et que j'avais voulu choisir cette souscription-là, j'aurais rajouté cet ID à la fin de ma ligne de commande pour sélectionner cette souscription et commencer à créer des ressources. Donc, une fois qu'on a dit ça, on peut passer à la suite. Donc, ici, on va commencer par définir un certain nombre de variables locales, des variables d'environnement locales qui vont être utilisées, en fait, qui vont être réutilisées entre les différentes commandes Azure de création de ressources. Donc, je vais vous montrer quelles sont ces variables locales. Donc là, je vais juste agrandir mon terminal pour que ce soit plus agréable. Donc ici, par exemple, j'ai commencé à créer un script shell dans lequel sont définies donc mes variables d'environnement. Donc tout simplement, je vais donner un nom pour le groupe de ressources dans lequel je vais ranger de manière logique les différentes ressources Azure qui vont participer à cette démonstration. Je vais nommer aussi le registre Docker dans lequel tout à l'heure Dominique va pousser l'image de l'application Java containerisée. Je vais nommer le cluster Kubernetes aussi qui va nous servir pour le déploiement tout à la fin. Je vais choisir une région, donc qui est la région West Europe, donc que je vais ranger dans la variable AZLocation. Et je vais aussi choisir un préfixe DNS pour mon cluster Kubernetes, ici avec le Java Containerisation Demo AKS 9661. Alors 9661, ça ne veut pas dire qu'on a fait 9660 fois la démo avec Dominique avant que ça marche. Simplement, on a choisi ce chiffre-là de manière à avoir des variables uniques là où il faut qu'elles le soient. Alors, du coup, je vais fermer donc cet écran, cet éditeur. Voilà, et je vais charger donc ces variables d'environnement dans ma session Azure Cloud Shell, donc comme ceci. Voilà, donc là, c'est parfait. Ensuite, je vais commencer à créer mes ressources dans Azure. Donc déjà, première chose, pour ceux qui connaissent Azure, à partir du moment où on crée une ressource dans Azure, il faut que ça soit rattaché dans un ressource group. Donc je vais commencer par créer ce ressource group, ce groupe de ressources. Hop, donc ici, voilà, on va le mettre là. Donc vous remarquez, toutes les commandes ici sont pipées avec GQ, en fait, pour simplement rendre la sortie JSON plus agréable à lire. Ce n'est pas une obligation, on n'est pas obligé de mettre ce pipe à la fin. Donc du coup, c'est comme vous voulez. Ensuite, une fois que j'ai créé mon groupe de ressources, je vais créer ce fameux registre Docker. Donc le fameux registre Docker, il va être implémenté dans Azure par un service qui s'appelle Azure Container Registry. Donc là, c'est pareil, j'ai une ligne de commande spécifique pour créer ces registres, donc AZACR.
create en l'occurrence, il s'agit d'une création. Hop, je copie-colle également cette nouvelle commande dans mon terminal. Voilà. Donc là, ça va prendre peut-être presque une bonne minute. Pendant ce temps-là, je vais aller chercher la ligne de commande suivante. Alors, ça, typiquement, les deux suivantes, c'est Dominique qui vous les fera parce que c'est lui qui va avoir besoin, à un moment donné, de se connecter à la registrie, au registre Docker, pour pousser son image. Donc moi, je me concentre uniquement pour l'instant sur la création des ressources. Donc je passe les deux lignes de commande suivantes. Je vais directement aller ici sur la création du cluster Kubernetes. Alors là aussi, une nouvelle ligne de commande, AKS create. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va rattacher, donc avec ici l'argument --attach ACR, on va rattacher le registre Docker qu'on est en train de créer, parce qu'en fait, du coup, en faisant ça, le cluster Kubernetes, lorsqu'on va déployer donc l'application Java dessus, il va savoir que l'image Docker dont il a besoin pour déployer, eh ben, il va pouvoir directement aller la chercher sur ce registre Docker. Donc c'est pour ça qu'on fait cet attachement ici pour désigner en fait le registre sur lequel Kubernetes se connecte pour aller chercher les images dont il a besoin. Donc là, c'est pareil, on copie depuis le module de learning. Ici, normalement, bah voilà, j'ai créé mon registre Docker, il n'y a pas de souci, ça s'est bien passé. Et là, ici, je termine, hop, par la création du cluster Kubernetes. Alors là, par contre, ça va prendre 10 bonnes minutes. Hein, c'est quand même des grosses ressources ici, donc ça ne va pas être immédiat. Donc, on va laisser mijoter tout ça. On espère qu'à la fin, on ira faire un tour tout à l'heure quand j'aurai de nouveau la main pour vérifier que tout est OK. Et donc là, maintenant, je propose de repasser la main à Dominique qui va vous expliquer comment containeriser une application Java. Merci beaucoup Cédric. N'oublie pas de me donner accès à l'ACR pour la suite des opérations. Oui, je vais le faire également. L'étape suivante, ça consiste à containeriser une application Java. Donc je vais aller à la page suivante. Et donc dans cette leçon, on parle de conteneurisation depuis le début du module, mais on n'a pas vraiment expliqué de quoi il s'agit. Donc la conteneurisation, c'est une notion qui a été introduite par Docker. On voit un petit schéma ici qui explique un petit peu comment Docker fonctionne. Donc qu'est-ce que c'est finalement qu'un conteneur? C'est un processus comme un autre qui tourne simplement dans une bulle à l'intérieur du système d'exploitation, dans lequel il a un accès limité à la CPU, à la mémoire, au réseau, au système de fichiers. Et Docker a automatisé, facilité la gestion à la fois des conteneurs, donc de ces processus, et de la manière dont on les démarre à partir des images. Donc un environnement Docker est constitué d'un démon Docker qui tourne sur la machine hôte sur laquelle je vais exécuter mes conteneurs. C'est ce démon qui fait toutes les opérations et qui, par exemple, va interagir avec le registre de conteneurs que Cédric vient juste de créer. Donc, sur ce registre, il va pouvoir pousser des images pour les publier, pour les mettre à disposition des autres développeurs ou d'Azure Kubernetes Services, comme on va voir tout à l'heure, ou bien on peut télécharger des images qui ont déjà été faites par quelqu'un d'autre et publiées pour les obtenir en local, les lancer ou les utiliser pour créer de nouvelles images comme on va faire. Le troisième composant, c'est celui qu'on va vraiment voir, parce que ça reste un petit peu caché dans les coulisses. Le composant qu'on va utiliser, c'est un composant en ligne de commande, donc une commande qui s'appelle Docker, et qui va me permettre d'envoyer des instructions en démon, donc des instructions qui vont me permettre de lancer un build pour créer une image, un pull pour récupérer une image, une exécution pour prendre une image et lancer un conteneur à partir de cette image. Donc, si vous suivez un petit peu le module, vous pouvez prendre le temps de bien lire en détail les explications qu'il peut y avoir sur les différentes commandes qu'on va utiliser. Et nous, on va aller directement dans la partie où on veut créer donc cette application Java dockerisée. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré le repository GitHub qui contient l'application. On va cloner cette application sur mon poste local et on va simplement aller dans le répertoire de l'application où on retrouve les choses un petit peu classiques, hein, particulièrement le pom.xml qui représente la manière de builder l'application. Ah, et j'ai oublié de préciser, je travaille dans mon cas dans WSL, donc Windows Subsystem for Linux, qui est un Ubuntu qui tourne sur mon Windows 11. Pourquoi? Parce que, en fait, dans le Cloud Shell
qu'a montré Cédric, on peut faire à peu près toutes les opérations qui utilisent l'Azure CLI. On peut même builder des composants. On a un bash, on peut scripter, etc. Mais il nous manque un composant important pour containeriser, ce qui est le runtime Docker. Donc, j'ai mon runtime Docker qui est installé sur un Ubuntu sur mon poste. C'est avec ce runtime-là que je vais interagir pour envoyer mes commandes. Mais sinon, tout le reste est complètement similaire. Je suis simplement dans un environnement sur mon poste local. Donc justement, sur mon poste local, première étape, je vais vérifier que le code source qu'on m'a confié fonctionne et compile comme il faut. Donc je vais lancer simplement un Maven clean package. Vous avez certainement vu des dizaines ou des centaines des commandes comme ça. Là, tout s'est bien passé. Il m'a dit build success. Et je vois qu'effectivement, il m'a construit un livrable, un fichier WAR, qui contient mon application et que je vais pouvoir déployer dans un serveur applicatif Java. Donc à partir de là, je suis rassuré que l'application compile. L'étape suivante, ça va consister à créer le conteneur. Et pour créer le conteneur, on va construire un fichier, un fichier Docker, un Dockerfile, qui va contenir toutes les instructions qui sont nécessaires pour créer une image. Donc une image, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure en expliquant que le démon Docker manipule les images, c'est la manière de packager des applications pour les exécuter sous forme de conteneurs. Et la manière dont elles sont structurées, c'est que ce sont une série de fichiers qui contiennent chacun une couche. Et les couches sont construites les unes par-dessus les autres pour finalement me donner ce qui est nécessaire pour le système de fichiers d'un conteneur que je vais lancer. Donc en général, on a à la base une image qui représente le système d'exploitation. Donc c'est souvent un système d'exploitation qu'on essaye de faire le plus petit possible avec juste les commandes qui sont absolument nécessaires. Dans notre cas, on est dans un cas où on travaille avec Java, donc on a un runtime Java qui est installé. On a une application WAR, donc on a un serveur Tomcat qui est un serveur HTTP qui va me permettre d'exécuter le WAR. Et puis finalement, la partie en vert, c'est mon application, le WAR, que je vais builder et que je vais insérer dans l'image. Au moment du runtime, Docker est capable de récupérer tous ces composants-là, de les extraire et de lancer un conteneur qui a accès à toutes ces ressources. Alors pourquoi en couche ? Il y a plusieurs raisons. Une des principales, c'est que ça permet d'être plus efficace dans le sens où une couche qu'on n'a pas besoin de reconstruire à chaque fois, on va la télécharger une fois pour toutes, on va la générer une fois pour toutes, elle va être stockée en cache et Docker ne reconstruira pas cette couche-là s'il n'en a pas besoin. Donc ça permet d'accélérer les choses, de télécharger plus rapidement et de télécharger moins de choses. Alors, pour construire l'image, on va fonctionner avec un Dockerfile. Et là, on a une bonne pratique qui est représentée dans ce module qui consiste en fait à le faire en deux phases. Parce que quand je vais construire mon WAR, je vais avoir besoin d'un JDK pour compiler le Java, je vais avoir besoin de Maven, de télécharger des dépendances, éventuellement d'exécuter des tests pour m'assurer que tout fonctionne bien. Tous ces éléments-là sont nécessaires pour le build, mais ne servent plus à rien au moment où je vais exécuter mon application en production. Et du coup, l'idée de Docker, c'est de travailler en phase. J'ai une première phase qui va builder l'application, exécuter tout ce qui va bien pour le build, et dans laquelle j'ai toute une série de composants. Et puis, dans un second temps, la phase qui est marquée 1 ici, je vais repartir d'une image plus light, où j'ai seulement un JRE, un Tomcat, et je vais y copier ce qui a été buildé dans la phase 1 pour créer une image qui ne va contenir que ce qui est absolument nécessaire. Il y a deux gros avantages à ça. Le premier, c'est que l'image est plus petite, moins de couches, donc j'ai moins de choses à pusher, à télécharger. Les choses vont un petit peu plus vite, je vais consommer moins d'espace disque. Mais aussi, d'un point de vue sécurité, ma surface d'attaque est bien plus faible. Si j'ai beaucoup d'éléments qui servent au build, au debug ou aux tests qui sont livrés en production, j'augmente la surface d'attaque et la possibilité éventuellement pour un agent malveillant d'exploiter une vulnérabilité dans un de ses composants pour accéder à mon application. Alors, créer un fichier Dockerfile, c'est aussi simple que de faire un VI Dockerfile ici et d'y recopier, en fait, ces quelques instructions qui correspondent à ce qui est nécessaire pour construire l'image. Donc, comme je disais tout à l'heure, on voit qu'on a une série d'instructions texte, toutes simples. Dans ce cas-là, on se base sur une image de départ que je n'ai pas construite, qui est disponible sur le Docker Hub public, qui contient un Maven 3.6 et un JDK 11.
qui contient donc du coup tous les éléments dont j'ai besoin une fois que j'ai récupéré mon code source pour builder l'application. Et on voit qu'effectivement, la dernière commande de cette image-là, c'est simplement un mvn clean package, exactement comme je l'ai fait sur mon post tout à l'heure. Donc une fois que cette image est créée, à l'intérieur de cette image, j'ai un fichier WAR que je vais récupérer pour le charger cette fois dans une image plus petite qui contient seulement un Tomcat et un JRE. Donc JRE, c'est un Java Runtime Environment, c'est juste le strict minimum nécessaire pour exécuter du Java, là où le JDK, c'est un Java Developer Kit, donc contient beaucoup plus de choses pour notamment développer des applications. Donc ici, je construis mon application, j'y rajoute un fichier de configuration, et puis on voit qu'à cette ligne-là, je fais un copie non pas de mes sources locales, mais de l'image de build que j'ai définie ici, et je récupère simplement le fichier WAR pour le mettre au bon endroit pour que Tomcat puisse le trouver. Et tout se termine en disant grosso modo ici à Docker d'exposer le port 8080 de mon conteneur et de lancer la commande catalina.sh run, qui est la commande qui va démarrer Tomcat dans le conteneur. Donc, si je le sauvegarde maintenant, on a ici un certain nombre d'informations supplémentaires. Donc, je n'ai pas le temps malheureusement de rentrer dans tous les détails dans cette session, mais je vous invite à lire ça à tête reposée. Vous avez tous les détails sur à quoi sert chaque instruction, comment elle est utilisée, etc. Plus un lien ici vers le site de la documentation de référence de Docker, si vous voulez en savoir plus. Donc voilà, donc on a préparé le Dockerfile. Il nous reste à générer effectivement une image à partir de ce Dockerfile. Donc pour faire ça, on va copier cette commande. Je vais exécuter ici. Et on va voir que, bon, elle s'exécute, on voit les différentes étapes, les commandes, et on voit là qu'il y a un Maven qui est en train de tourner. Alors comme tout Maven qui tourne dans un environnement vierge, il télécharge beaucoup de dépendances. On va le laisser faire pendant que j'explique la commande un petit peu. Donc Docker, c'est la commande, le client qui discute avec le démon Docker. Build, pour lui demander de créer une image. Le point qui est ici signifie qu'on va chercher le Dockerfile dans le répertoire courant. Et le -t ici consiste à rajouter un tag. Pourquoi on rajoute un tag? Parce que par défaut, Docker va donner à une image un identifiant qui est essentiellement un hash. Donc, ce n'est pas très facile de s'en rappeler d'une fois sur l'autre. Donc, on va directement taguer cette image avec ce nom-là, Flightbooking System Sample, qui va nous permettre après de le réutiliser quand on va, de le référencer quand on va vouloir exécuter la commande. On va retourner voir si ma commande s'est terminée. Voilà, effectivement, la commande s'est terminée, le build a été un succès. J'ai produit mon war, et ici, j'ai effectivement récupéré ce war et je l'ai recopié dans mon environnement. Donc voilà, il me dit grosso modo, j'ai créé cette image, elle s'appelle comme ça, elle est prête à être utilisée. Si je tape Docker image, qui me donne pardon, image. Ici, je vais récupérer la liste des images que j'ai sur mon poste. Donc, on voit qu'effectivement, il y a 50 secondes environ, j'ai cette nouvelle image qui a été rajoutée. Alors, c'est bien d'être confiant, mais c'est mieux de vérifier. Donc, on va exécuter ce conteneur. On va lancer la commande docker run, qui demande au démon Docker d'exécuter l'image qui a ce nom-là, donc qu'on vient de créer, et simplement de mapper le port 8080 à l'intérieur du conteneur sur le port 8080 de la machine. Donc là, si vous êtes en train de suivre et que vous essayez de faire la même chose sur votre machine, faites bien attention à ce que le port 8080 de votre machine ne soit pas utilisé. Vous pouvez très bien le remplacer par un port 90-90, 3000, 5000, ce qui marchera pour votre environnement. C'est ce premier-là qu'il faut changer. Et on va toujours le mapper sur le port 8080 à l'intérieur du conteneur. Donc une fois que l'image est lancée, voilà, elle est lancée, je vais pouvoir me connecter en localhost sur le port 8080, donc sur mon poste, sur mon laptop, et accéder à mon application. Et voilà, donc, effectivement, j'ai accès à mon application, je vais pouvoir passer mes réservations pour mes prochaines vacances. Voilà, là, on est arrivé à une image qui a été construite, une image qui tourne sur mon poste,
et que je vais maintenant pouvoir pousser sur le registre de manière à la rendre disponible soit à d'autres développeurs, soit dans notre cas à Cédric pour que Azure Kubernetes Service puisse l'installer et la déployer online. Je vais aller très rapidement sur cette étape-là. Alors, je t'ai Alors donné les ici, droits, Dominique, sur la registrie. Donc ça, c'est parfait. bon. Parce que tu m'as juré sur l'honneur au WNER que tu allais faire des choses bien avec. Donc, On essaiera de ne pas faire trop de bêtises, effectivement. voilà, voilà. Je vais récupérer le nom de la registrie. Parfait. Et pour l'envoyer, je vais devoir me loguer avec cette registrie. Donc Docker peut se loguer directement avec Docker Login, mais là, comme on utilise une registrie Azure, on va utiliser un raccourci qui consiste à utiliser la CLI Azure pour nous loguer donc, dans Azure si nécessaire, et surtout nous loguer et récupérer les tokens d'authentification pour nous connecter sur cette registrie. Donc là, login succeeded, tout va bien. Alors, quand je fais un Docker push sans autre information, implicitement, je push mon image vers le Docker Hub, le repository public mis à disposition par Docker, dans lequel on peut trouver exactement et probablement des millions aujourd'hui d'images disponibles, principalement de logiciels open source ou toutes sortes d'images. Mon objectif ici est de pousser vers un repository privé, parce que nous, notre application n'est pas open source, on va la pousser vers Azure, et donc je vais réutiliser la variable d'environnement qu'on a définie tout à l'heure pour taguer mon image avec le nom du repository et le nom que je souhaite donner à l'image dans ce repository-là. Je fais ça ici. Et maintenant, je vais pouvoir pusher en utilisant exactement le même tag. Je vais pusher mon image vers Azure. Alors, ça peut prendre un peu de temps, soyez pas surpris si vous le faites chez vous. Chez moi, ça va aller un tout petit peu plus vite parce que j'ai déjà fait un push tout à l'heure. Mais ça peut prendre du temps, particulièrement pour les couches de l'image qui sont particulièrement grosses. C'est souvent le cas, par exemple, pour la partie système d'exploitation. Donc voilà, ne soyez pas étonnés, mais une fois que, si je l'ai fait une première fois et que je le refais une deuxième fois, en fait, le système de caching que je mentionnais tout à l'heure va faire que ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite. Donc ne vous inquiétez pas si ça prend un peu de temps la première fois. Voilà, donc là, l'image est uploadée. Je vais juste, encore une fois, m'assurer que tout a bien fonctionné en utilisant la CLI pour vérifier que l'image est effectivement présente avec le tag latest dans le repository. C'est bien le cas, il a été uploadé aujourd'hui, 12h03 Zulu, donc GMT, et tout s'est bien passé. Elle a passé les checks de sécurité. On est tout bon. Donc je vais pouvoir passer la main à Cédric, qui va s'occuper de la récupérer et de la déployer. Okay, merci Dominique. Alors, on va passer effectivement au module, on va se mettre dessus, à l'unité numéro, hop, celle-ci. Voilà, c'est la numéro 6. Donc du coup, maintenant l'idée c'est de pouvoir déployer donc cette image Docker que Dominique a mis à disposition donc dans Azure Container Registry. Alors j'emploie le terme ACR peut-être pour aller un peu plus vite, donc ne vous inquiétez pas. Donc l'idée c'est de pouvoir récupérer en fait cette image sur ACR et de pouvoir la déployer donc sur Kubernetes, donc ici implémentée à travers le service Azure Kubernetes Service. Donc quand on travaille sur Kubernetes et qu'on déploie un ensemble d'applications, de services, on travaille en fait avec des fichiers YAML qu'on appelle des fichiers manifestes. Et donc, ces fichiers manifestes vont me permettre en fait de décrire typiquement l'ensemble des ressources Kubernetes nécessaires pour l'exécution de mon application. Alors bien sûr, en fonction de l'application, ce n'est pas les mêmes ressources Kubernetes que l'on crée. Donc ça, je vous invite à aller voir dans la documentation Kubernetes pour voir en fait l'ensemble des ressources disponibles à travers l'API Kubernetes. Ici, donc, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va créer un fichier deployment.yaml, très simple, que je vais vous montrer. Alors, d'abord, on va aller voir un peu où on est la création du cluster. Alors voilà, depuis tout à l'heure, le cluster est en train de se créer. Il n'a pas fini encore. Donc, ça a pris plus de temps que ce que je pensais. Donc, je ne pense pas qu'on va attendre que ça se termine parce que voilà, pour le coup, là, ça va prendre apparemment un peu plus de temps. Ce qu'on avait fait donc au préalable avec Dominique, on avait déjà créé un autre cluster donc sur un autre groupe de ressources ici. Donc là, on a un cluster Kubernetes
Bon, c'est le même que celui qu'on est en train de créer, sauf qu'on avait anticipé, si jamais ça prend un peu trop de temps, d'en avoir un tout prêt. La seule chose que je vais faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, pour que le cluster sache où aller chercher les images Docker, il faut donc attacher le registre Docker au cluster Kubernetes. Alors, ce que je vais faire ici, bon, il ne veut vraiment pas finir, donc du coup, je vais aller dans un autre terminal ici, voilà. Et ce que je vais faire ici, je vais utiliser la commande. Alors, vous voyez, on avait marqué plan B ici dans nos notes. Donc, AZ-AKS update, je vais ici avec cette commande désigner mon cluster Kubernetes, donc celui qui est déjà prêt, et je vais lui dire donc d'être attaché au registre Docker qu'on a créé donc avec Dominique pendant cette session. Donc voilà, donc ici j'ai bien le nom de mon cluster Kubernetes, ici le ressource group dans lequel ce cluster se trouve, et ici donc je vais rattacher donc la registre qu'on a appelé build 2022 registry 9661. Donc je vais exécuter cette commande. Alors celle-ci aussi, cette commande-là va prendre 1 ou 2 minutes. Donc pendant ce temps-là, on va avancer sur la suite. Donc je vais ouvrir un nouveau terminal et je vais vous expliquer donc ce fameux fichier deployment.yaml dans lequel, je vous l'ai dit, on va décrire l'ensemble des ressources Kubernetes nécessaires pour le déploiement de l'application Java. Alors, ça arrive. Donc ce fichier, je vais vous l'afficher dans quelques instants. Voilà, ici, au cas où, je vais juste recharger les variables d'environnement. Voilà, donc le fichier deployment.yaml. Alors YAML, vous mettez... alors, toc, je vais regarder ce qu'il est bien là. Ouais, s'il est là. Donc, hop, ici. Bon, moi, je l'ai appelé démo, mais c'est pas très grave. On va le renommer. Hop. Donc, deployment.yaml, YAML avec un A ou sans A, peu importe. Hein, on va mettre 100. Voilà. Donc, je vous l'affiche tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Eh bien, on voit, je vous dis, l'ensemble des ressources Kubernetes. Premier type de ressource qu'on va créer, c'est ce qu'on appelle un déploiement. Donc un déploiement, donc tout simplement, alors on le spécifie par un nombre de réplicas, c'est-à-dire qu'on va créer une ou plusieurs instances de ce qu'on appelle un pod. Donc un déploiement ici, ça crée un pod. Un pod, c'est quoi? C'est tout simplement un ou plusieurs conteneurs Docker qui sont à l'intérieur et qui participent donc au fonctionnement d'une application. Ici, donc notre pod, il est simple, il est constitué d'un seul container, c'est celui qui est spécifié ici. Voilà. Et la spécification que l'on donne ici, eh bien, c'est qu'on va aller prendre l'image justement, hein, ici par ce pointeur, par cette adresse-là, on pointe vers l'image que Dominique vient de poser juste avant. Et puis éventuellement, on va allouer un certain nombre de ressources hein, pour cette appli, pour ce pod, de manière justement à ce qu'il ne consomme pas plus que ce qui est nécessaire. On va rappeler quel est le port donc, exposé par le conteneur hein, qui est dans ce pod. Et voilà. Donc je vous l'ai dit, hein, on peut rajouter des containers dans un pod. Par exemple, on pourrait très bien avoir, ça dépend des patterns qu'on utilise quand on fait des applications, on peut avoir ce qu'on appelle par exemple un pod en sidecar hein, qui permet par exemple de mettre en place des fonctions de service mesh entre des applications. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, ce n'est pas l'objectif, mais en tout cas, sachez que dans Kubernetes, on définit ce qu'on appelle des pods et un pod contient un ou plusieurs containers. Ensuite, on va définir ce qu'on appelle un service. Donc, c'est une autre ressource Kubernetes. Un service, c'est une définition abstraite qui permet en fait de définir de quelle manière on expose donc les pods hein, qui sont sous-jacents à ce service. Donc ici, ce service, en fait, c'est un service de type load balancer. C'est ce qu'on précise ici dans la spécification. Et donc ça veut dire tout simplement que en fait, ce service va aller il va avoir donc une adresse IP qui va lui être attribuée sur un load balancer qui est associé à mon cluster Kubernetes. Donc je vais vous le montrer juste là tout de suite. Donc ce load balancer, il est créé en même temps qu'on crée le cluster. Et il va permettre justement, voilà, par exemple, d'obtenir une adresse IP publique. On parle de load balancer externe ici, hein, pour accéder à un service. Et puis donc on va exposer ce service sur le port 80 et on va cibler donc le port 80, toujours par un système de mapping. On va cibler le port 80-80 du container qui est sous-jacent. Alors, si effectivement on veut voir ce load balancer, alors je vais en profiter pour voir d'ailleurs comment se passe
Oui, décidément, il va prendre beaucoup de temps. Donc, on a bien fait de changer. Alors, si je regarde effectivement ici ce qui se passe dans les ressources Azure créées, donc quand on crée un cluster Kubernetes avec Azure, il nous crée un groupe de ressources supplémentaires. On va le voir ici, voilà celui-là, dans lequel on va voir justement les ressources, donc les machines virtuelles, ainsi que les réseaux virtuels qui sont nécessaires, donc par exemple pour le cluster. Il y a plein de choses, hein. Il y a aussi des entités managées, il y a pas mal de choses que je vous laisserai découvrir dans la documentation qu'on vous donnera en lien tout à l'heure. Et voilà, donc par exemple ici, remarquez bien, il y a un load balancer qui est créé en même temps que le cluster, et c'est sur ce load balancer qu'on va aller justement mettre une adresse IP publique de manière à accéder à notre service dans quelques instants. Donc je retourne ici sur mon fichier déploiement, donc on en a terminé avec celui-ci. Je vais juste agrandir légèrement, voilà, ma fenêtre pour que vous puissiez voir la suite. Donc je ferme l'éditeur. Alors, ce qu'il faut que je fasse aussi avant, pour pouvoir me connecter à mon cluster Kubernetes et déployer, il faut que je récupère donc en fait les accès, les credentials de mon cluster. Donc ici, ce que je vais faire, je vais aller récupérer alors cette ligne de commande AZAKS get credential. Je vais donner dans cette ligne de commande le nom de mon cluster Kubernetes ainsi que le groupe de ressources dans lequel celui-ci se trouve. Donc ici, en faisant ça, alors, on va, oui, parce qu'il y en avait déjà avant, on va réécraser, voilà. Là aussi, pareil. OK. Donc là, maintenant, je suis connecté par défaut sur ce cluster Kubernetes. Donc du coup, maintenant, grâce à la ligne de commande Kubernetes que l'on nomme kubectl, donc kubectl, pareil, très pratique dans Azure Cloud Shell, c'est déjà installé. Alors si vous ne l'avez pas, parce que vous n'utilisez pas, par exemple, Azure Cloud Shell, vous pouvez donc installer cette ligne de commande Kubernetes, alors soit en vous référant à la documentation donc de Kubernetes, soit grâce à la ligne de commande ici, AZAKS install CLI, ça vous installe la ligne de commande Kubernetes dans votre environnement local. Donc après, vous choisissez ce qui vous plaît le mieux. Donc moi, ici, je vais faire un kubectl apply, -f pour donner en fait le nom de mon fichier donc, que je viens de créer ici, donc deployment.yaml. Et donc ça va avoir pour conséquence, la ligne de commande va venir discuter avec mon cluster Kubernetes dans Azure, et donc toutes les ressources que j'ai décrites dans mon fichier YAML vont être appliquées sur mon cluster. Donc j'y vais. Donc ça va me répondre dans quelques instants. Voilà, donc il me dit, le déploiement s'est créé, le service s'est créé. Donc déploiement, service, qui sont les deux ressources qu'on a vues tout à l'heure. Je vais juste faire un kubectl get all pour voir justement si on retrouve tout ça. Voilà, effectivement, ici, j'ai mon déploiement ici, hein, qui est visible là. Il est prêt, tout est à jour, parfait. Bon, et ce qui est intéressant ici, c'est si on va voir donc le service qui correspond à notre service de réservation de vol, de type load balancer, je le rappelle. Donc il y a donc deux adresses IP. Ça, c'est une adresse IP interne, c'est une adresse IP qui est prise sur le cluster. Ici, celle-là ne nous intéresse pas. Ce qu'on va regarder, c'est cette adresse IP externe, cette adresse IP publique qui va nous permettre d'accéder depuis un navigateur à notre application donc hébergée sur Kubernetes. Donc ce que je vais faire, je vais prendre donc cette adresse IP, je vais la copier-coller ici, je vais la mettre dans un nouvel onglet. Donc rappelez-vous, on a choisi d'exposer ce service, cette application sur le port 8080, et comme tout à l'heure, il faut bien préciser le chemin. Donc c'est flight booking system up sample. Donc là, on se dit, est-ce que ça va marcher? Peut-être, on espère. Alors, ce qu'on peut faire aussi juste avant, c'est qu'on peut faire un kubectl. Kubectl avec un seul cas, ça suffira. Logs, par exemple. Et on peut aller voir ce qui se passe justement. Ouais, on peut faire ça ici. Est-ce qu'il va bien me le prendre, ça? Hop. Voilà, juste vérifier que l'application est bien démarrée. Oui, c'est bon, il n'y a pas eu d'erreur au démarrage. Donc logiquement, si je vais bien dans mon onglet ici, eh bien, je devrais avoir, alors juste le temps que j'attrape l'onglet, voilà, je devrais avoir mon application qui s'affiche, si j'ai pas fait d'erreur, dans le nom. Voilà, il faut attendre juste, voilà, parfait. Donc ici, ça y est, je suis comme tout à l'heure, comme Dominique l'a montré en local avec Docker. J'ai la même application cette fois-ci, mais
La différence, c'est qu'elle tourne dans Azure à l'aide donc de Azure Kubernetes Service. Voilà. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre sur cette partie-là? Je crois que c'est tout. Je vérifie quand même dans le module que j'ai pas oublié de vous dire quelque chose d'important. Non, on a vu les logs, c'est parfait, super. Récupérer l'adresse XP, voilà, bah, c'est parfait. Donc, bah, écoutez, je vous propose maintenant de passer avec Dominique sur un petit contrôle de connaissances. Et voilà, j'espère que vous aurez plein de bonnes réponses à donner. Ok. Donc, merci beaucoup. Donc, à la fin de chaque module, vous allez pouvoir faire un petit contrôle de connaissances. Alors, petit avertissement, si vous avez toutes les réponses justes du premier coup, vous avez le double de points pour vos points d'expérience. Donc, voilà, si vous aimez, si vous avez un peu l'esprit de compétition par rapport aux points que vous pouvez collecter sur le site, faites bien attention à cette phase-là. C'est important. Alors, il y a 4 questions dans ce module-là. Elles sont plus ou moins faciles, on va voir ça. Donc la première, par exemple, c'est quel outil permet aux développeurs d'écrire des instructions utilisées pour créer des images de conteneurs? Maven, donc un outil de build Maven, Runtime Docker ou Azure Container Registry. Je vous invite à aller à l'URL qui est indiquée en bas du slide ou bien à scanner le QR code et vous allez pouvoir répondre. Vous allez pouvoir répondre en direct et puis on verra du coup à la fin si on a bien fait notre travail et que les choses ont été bien expliquées. Alors, un petit peu c'est pas très logique, on commence par une question qui est quand même relativement difficile. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est choisissez la meilleure réponse parce qu'en fait, c'est un petit peu comme l'école des fans, il n'y a que des bonnes réponses. Donc, voilà, il y en a une qui est un petit peu meilleure que les autres. On va laisser passer un tout petit peu de temps pour que les gens puissent voter. Alors, Et du on coup, triche pas, Cédric, à ton avis, on quelle est la triche bonne pas, réponse? on triche pas. Ah bah moi je dirais, je dirais la 2. Elle me semble pas mal. Voilà, la 2, parce qu'en fait, bah, Maven, ça t'a servi parce que tu as compilé une image Java, mais puis Azure Container Registry n'est pas obligatoire pour créer une image, puisque on va la créer en local. Alors c'est vrai que maintenant, on peut faire des builds dans Azure Container Registry également, c'est vrai, pour ceux qui savent, qui sont connaisseurs, mais la base, c'est Runtime Docker, hein. Exactement. Voilà, c'est le plus Et dans important. Maven, on peut aussi utiliser un plugin qui sait construire des images. Donc, c'est pour ça que en fait, toutes les réponses étaient bonnes. Mais Exactement, ouais. c'est celle-là qui est la plus simple, on va dire. OK, question numéro 2. Quel service vous permet de créer, de stocker et de gérer des images conteneurs et des artefacts dans un référentiel privé? Alors, outil de Alors build Maven, même choix de réponse, mais questions différentes. exactement. Donc, outil de Donc build déjà, Maven, déjà a Runtime priori, Docker, ils vont éliminer la B a priori déjà, hein, à mon avis, hein, parce qu'on l'a déjà eu avant. peut-être. On va voir. On va juste laisser un tout petit peu de temps. Et pendant ce temps, je vais regarder les réponses. Plutôt pas mal sur la question 1. On a eu 85% de bonnes réponses. Très, très bien. Très bon. Bravo. Et donc, pour celui-ci, quel Bah, service permet de mettre ceux qu'on dit Maven, ça va être les javaïstes évidemment qui l'utilisent pour builder Docker, donc c'est clair, hein. clairement. Ok, moi je dirais réponse C. Hmm. Ok, tout bon. À toi, je te laisse celui-là. Alors celle-ci, attention, et tu m'as laissé la plus sympa là. Qu'est-ce qui n'est pas, c'est une forme négative, attention, qu'est-ce qui n'est pas une instruction de fichier Dockerfile? Alors là, attention, parce que on a crypté un peu la réponse en français avec la traduction automatique, donc du coup, il faut bien retraduire en anglais les commandes qui sont affichées ici, les instructions qui sont affichées ici, parce qu'en fait, sinon, ça n'a pas de sens. Mais bon. Donc, laquelle de ces instructions n'est pas une instruction Docker? Alors, on vous a aussi compliqué la tâche parce que techniquement, on n'a pas listé toutes les instructions Docker, même dans Mmh. même dans le module. Donc, il faut absolument suivre Ouais. le lien et aller vers la documentation de référence de Docker pour trouver la réponse.
Enfin, il y en a une en tout cas, même le nom en français a l'air parfaitement ridicule, donc je pense qu'ils vont trouver la plupart laquelle n'est pas une instruction. Ok, pendant ce temps, je vais regarder ce que ça a donné sur la question 2. La question 2 était un peu plus partagée, hein. On n'a eu que 75% de bonnes réponses sur la réponse C et quelques réponses A, quelques réponses B. Ok, donc à potasser un tout petit peu plus. Ok, donc Alors, je te laisse répondre à celle-là. Je ne vais pas prendre de ok. risque. Ouais, alors, CMD, c'est sûr, hein, c'est une instruction Dockerfile. Celle-ci, elle est assez couramment utilisée. Alors, exec, peut-être un peu moins, même exec, moi je l'aurais traduit par run, moi, à la base, celle-ci, quand Ah, c'est j'exécute. peut-être la traduction de la Ouais. traduction qui est bonne. Donc même la Effectivement. traduction anglaise, elle laisse un peu à désirer. Donc bon, en tout cas, c'est la réponse A, c'est run, donc ça existe. La réponse B, CMD, donc ça c'est bien traduit pour le coup, ça existe. Ce qui n'existe pas, c'est écran d'accueil, c'est start. La seule chose qui fait penser à du start dans Docker, c'est l'instruction from, c'est-à-dire en fait on part d'une image pour construire une autre image. Mais c'est from, c'est pas start. Et puis de toute façon, écran d'accueil en français, ça veut absolument rien dire dans la sphère Docker. Voilà, donc il fallait répondre réponse C. Donc alors on va voir un petit peu ce que ça a donné. C'est vrai que celle-là, elle était un peu tricky de par la traduction plus que approximative. Je crois que personne ne s'est laissé piéger, effectivement. On a presque tout le monde qui a répondu réponse C. Parfait. Super. Alors celle-ci, qui l'a fait? C'est toi? C'est moi? C'est moi, c'est ça? C'est une Je facile, dirais. c'est pour moi. Hein. Qu'est-ce qu'une build Docker à plusieurs étapes? Une fonctionnalité qui vous permet de créer une image conteneur plus petite avec une meilleure mise en cache et un encombrement de sécurité plus faible. Une fonctionnalité qui vous permet de créer des images conteneurs plus volumineuses qui utilisent une mise en cache moins importante. Alors celle-là, je pense que ça va pas être trop difficile. Je pense qu'on a pas mal parlé de ce sujet-là. Donc, je dirais. Alors hmm, ici, oui, on l'a dit, hein, les containers Docker, le but c'est de créer des charges de travail le plus petit possible, hein, pour effectivement avoir des meilleures performances, une surface d'exposition en termes de sécurité optimale. Donc du coup, ici, il fallait répondre à la réponse A. On va pas chercher à faire des images volumineuses parce que déjà, si elles sont trop volumineuses, ça va mettre du temps pour les récupérer. Ça va mettre du temps pour les démarrer et puis ça va augmenter la surface d'exposition. Donc en termes de sécurité, c'est pas bon du tout, hein. Donc quand on fait du Docker dans Kubernetes ou éventuellement d'autres stacks qui supportent les containers, on le fait dans le cadre d'applications cloud natif. Donc on va chercher à diminuer la taille. Alors parfois, c'est pas possible parce qu'effectivement, il y a certains clients qui font que du lift and shift. Donc ils prennent une grosse application, un gros monolithe. Donc par défaut, il est déjà assez important. Et donc, de toute manière, à la fin, on aura parfois des images assez grandes. Mais avec le build à plusieurs étapes, déjà dans cette image qui sera éventuellement d'une certaine taille à la fin, on a déjà au moins le mérite d'avoir éliminé toutes les dépendances dues au build. Donc déjà, c'est quand même une optimisation en soi. Et puis après, effectivement, si on a la possibilité de le faire, on va effectivement essayer de créer des images le plus petit possible, c'est-à-dire de pouvoir embarquer des petites applications, etc., etc. Donc de toute façon, on cherchera toujours effectivement la plus petite taille possible. effectivement. Donc voilà, donc gardez bien en tête vos réponses quand vous irez faire le module par vous-même. Et si vous répondez bien, vous aurez le double de points pour la partie gamification du site. Voilà, on a triché un tout petit peu. On vous a déjà donné toutes les réponses, mais autant en profiter. Alors, je vais te laisser Ah bah, continuer pour le résumé. bon, bah, c'est fini pour le quiz et les questions, effectivement, donc parfait. Donc, est-ce qu'on a déjà un statut sur la dernière question? Question 4. Bon, ils ont bien répondu, 75% de bonnes réponses, c'est parfait. Donc globalement, effectivement, on a un bon retour, une bonne compréhension de ce qui a été vu là, donc dans cette session. Donc pour résumer, effectivement, donc vous avez vu donc comment containeriser une application Java, donc
comment est-ce qu'on écrit un fichier Dockerfile à l'aide d'instructions très précises pour justement faire la partie containerisation. On a vu donc comment gérer cette image à l'aide justement du build, donc multistage, hein, donc de pouvoir dans un premier temps avoir une première image qui embarque tous les dépendances de build, Java en l'occurrence ici pour builder l'application, et puis ensuite dans l'image finale, on va sortir en fait l'artefact généré dans la première phase pour l'injecter dans la deuxième phase pour l'image que finalement on retiendra à la fin avant justement de l'exécuter. Donc cette exécution, vous l'avez vu également sur la partie Docker Run. Donc Dominique vous a montré très simplement comment lancer l'application en local à partir du runtime Docker installé sur votre poste. Et donc ça a permis d'afficher donc cette application de réservation de vol. Ensuite, donc Dominique vous a montré donc comment envoyer cette image de conteneur vers Azure Container Registry. Parce qu'à un moment donné, cette image, il faut la rendre disponible pour l'équipe qui travaille sur le projet, donc pour qu'elle puisse récupérer l'image depuis notamment par exemple un cluster Kubernetes sur lequel il faut qu'on déploie. Eh bien, on a besoin d'avoir ce registre Docker, ce carrefour finalement, ce croisement entre les différents comment dire, protagonistes, que ce soit les développeurs, les opérationnels, etc. Et puis ensuite, effectivement, une fois que cette image a été mise à disposition, on a vu, donc cette fois-ci c'était avec ma partie, hein, on a vu comment déployer cette image donc, dans une application donc, hébergée sur Kubernetes dans Azure, donc à l'aide du service Azure Kubernetes Services. Donc on a vu effectivement la notion de manifeste, un manifeste très simple, mais dans lequel on a créé à minima un déploiement plus un service donc, exposé en public sur le load balancer associé au cluster Kubernetes. Voilà, il me reste donc à remercier Dominique déjà de m'avoir accompagné pendant cette session. Vous remercier vous surtout pour avoir écouté donc toutes nos explications. J'espère que cette session vous aura plu, vous en aurez bien profité, que vous allez être nombreux à vous rendre sur le site de Learning. Et puis donc on espère vous retrouver très prochainement pour d'autres types de sessions de ce genre. Dominique, je ne sais pas si tu veux ajouter quelques mots avant qu'on Alors, donne la main. oui, une petite partie très importante, n'oubliez pas de nettoyer les ressources. Ça, c'est une bonne habitude à prendre pour tous les modules de learning que vous pouvez faire. L'idée, ça consiste toujours, et les modules sont faits de cette manière-là, à déployer l'ensemble de vos ressources dans le même ressource groupe, ce qui fait qu'ensuite, quand vous voulez faire le ménage, il suffit d'exécuter une seule commande qui vous permet d'effacer toutes les ressources que vous avez utilisées. Donc, si vous êtes, disons, discipliné sur cette partie-là, le coût de ces ressources, même si là, avec Kubernetes, on parle de lancer 3, 4, 5 VM, etc., comme on les a lancés que quelques minutes, finalement, le coût est très, très, très négligeable. Et on peut aller très, très loin avec un compte gratuit ou en consommant un minimum de ressources pour l'apprentissage. On vous donne voilà, quelques ressources supplémentaires. Donc l'URL vers le Learn Live ici. Et puis, alors si on peut avoir mon écran, juste pour terminer. Quelques petites références. Voilà, donc là, avant de se dire au revoir définitivement, la référence vers la documentation Docker, donc ici, donc, qui est très bien faite, hein, ça fait plusieurs années de toute façon qu'elle est là, qu'elle est maintenue à jour. Donc là, on parle bien de Docker. Concernant la partie Microsoft Azure, donc deux documentations précieuses ici pour approfondir ce module. Cette session, donc c'est la documentation vers Azure Container Registry, donc comme je le répète encore une fois, donc qui permet de créer des registres Docker privés dans Azure. Et puis enfin, dernier lien important également, c'est le lien vers le service Azure, Azure Kubernetes Service, qui lui vous explique comment donc créer et gérer donc des clusters Kubernetes dans Azure en production. Voilà, donc ça vous fait pas mal de choses pour approfondir tout ça. Et je crois qu'on a terminé, donc parfait. En plus, on est bon au niveau timing, puisqu'il y avait un petit retard au départ. Donc en plus, on a rattrapé un petit peu le retard dû au démarrage. Eh bien, je vous dis, portez-vous bien, à très bientôt. Et puis, profitez bien, de cette build, donc des sessions qui restent encore à voir. Il y en a plein de très très bien des sessions, donc n'hésitez pas à vous nourrir de ça. Merci à tous de nous avoir suivis et comme le dit Cédric, très bon build pour la suite de la journée. À très bientôt. Bye bye.